Bien, merci beaucoup de me permettre de parler de l'étude FX Covid. Moi, je suis Emmanuelle Guérin, donc je suis chef de clinique en réanimation à Georges Pompidou. Et je vais vous parler de l'étude FX Covid qu'on a réalisée sous la direction, sous la coordination du professeur Nicolas Bréchot pendant la deuxième vague du Covid et qui s'intéresse à l'efficacité d'un médicament innovant qui est le FX06 sur la réduction de la fuite capillaire pulmonaire au cours du syndrome de détresse respiratoire. On l'a publié dans Critical Care en août 2023. Tout d'abord, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une défaillance respiratoire dont la mortalité reste très élevée en réanimation, autour de 30 à 40%. Et il est défini par les critères de Berlin depuis 2012 comme étant l'apparition ou l'aggravation de symptômes respiratoires depuis moins de 7 jours, donc vraiment un caractère aigu, qui ne sont pas totalement expliqués par une insuffisance cardiaque globale ou une surcharge hydrosodée. De plus, il faut une perturbation importante des échanges gazeux avec une hypoxémie estimée par le rapport PaO2-FiO2 qui doit être inférieur à 300 mm de mercure. Enfin, il nécessite l'apparition d'opacité radiologique bilatérale. Sur un histologique, classiquement, le SDRA, on dit qu'il évolue en 3 phases. Une phase exsudative, vraiment aiguë dans les 7 premiers jours, puis une phase fibrosante et enfin une phase résolutive. La phase exsudative, qui est la phase aiguë, elle est caractérisée sur le plan histologique par un dommage alvéolaire diffus auquel s'associent des lésions de l'endothélium capillaire, donc vraiment de la membrane des cellules endothéliales qui composent les vaisseaux de la membrane alvéolo-capillaire et de l'épithélium alvéolaire avec une fuite capillaire importante. Brièvement, en fait, la destruction de l'endothélium capillaire va induire une fuite vasculaire avec du plasma qui va sortir du vaisseau et se mettre dans l'interstitium et induire un œdème alvéolo-capillaire important. Or, en réanimation, on sait que cette fuite capillaire, elle est intrinsèquement corrélée à la mortalité. On sait dans le sepsis, dans le choc cardiogénique et dans le SDRA, c'est-à-dire que plus les patients fuient, plus ils meurent. Et donc, c'est un élément sur lequel on aimerait jouer. Mais malheureusement, on n'a pas de traitement vraiment spécifique de la fuite capillaire, même s'il y a plusieurs molécules qui sont actuellement en développement. Et parmi ces molécules, on a le FX06, qui est un médicament innovant développé par un laboratoire qui s'appelle F4 Pharma et qui est un produit endogène. En fait, c'est un produit de dégradation de la fibrine, c'est le fragment B bêta-15-42 de la fibrine, et qui se fixe sur les jonctions adhérentes entre les cellules endothéliales et les stabiliserait. Et ainsi diminuerait la fuite vasculaire en les stabilisant. De nombreuses données précliniques suggèrent que ce médicament, le FX06, améliorerait la survie et diminuerait la fuite vasculaire chez l'animal, dans des modèles d'arrêt cardiaque, chez la souris, chez le cochon, et dans des modèles infectieux comme celui-ci, un modèle d'infection par la dengue, où on voit une augmentation de la survie à J7 et une diminution de la fuite vasculaire. Chez l'homme, une étude de phase 1 avait montré une bonne sécurité du médicament, même à des très fortes doses, et il a pu être testé ensuite en phase 2 chez l'homme, chez des patients qui avaient un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du ST. L'étude ne retrouvait pas d'amélioration significative du critère de jugement principal, mais on notait tout de même une diminution significative de l'œdème myocardique et donc de la fuite capillaire à ce niveau. Le point particulièrement intéressant de cette étude pour nous, c'est que l'analyse de sécurité montrait une très bonne tolérance du médicament et il n'y avait pas de différence d'événements indésirables entre les deux. On avait ainsi prévu de débuter à l'automne 2020 l'étude PERMEA, qui est une étude qui était financée par un PHRC, au cours de laquelle on devait tester ce médicament, et l'efficacité de ce médicament sur la réduction de la fuite capillaire chez des patients qui avaient un choc cardiogénique après un arrêt cardiaque.
Cependant, avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, comme vous savez, le recrutement de ces patients a fortement diminué au profit des patients ayant un SDRA Covid. Et en 2020, à ce moment-là, on avait beaucoup de patients dans nos réanimations qui étaient très sévères, avec des SDRA très sévères et une fuite capillaire pulmonaire importante, sans qu'on ait vraiment de traitement ni de vaccin pour ces patients. Et nous, on avait ce médicament à disposition, et donc on a rapidement monté un essai clinique pour l'évaluer chez des patients avec un SDRA Covid. D'autant plus qu'on avait des données dans la littérature qui permettaient de penser que le FX pouvait jouer un rôle au cours du SDRH chez l'homme, des études précliniques chez l'animal avec une diminution de la fuite capillaire après l'injection de lipopolysaccharide chez le rat, et ce case report chez un patient qui lui avait un SDRA secondaire à une infection par Ebola, chez lequel la fuite capillaire était très élevée à la phase initiale et puis qui a beaucoup diminué après l'injection de FX06. C'est dans ce contexte qu'on a créé l'étude FX Covid, dont l'objectif était donc d'évaluer l'efficacité du FX06 sur la réduction de la fuite vasculaire pulmonaire au cours du SDRA secondaire et une pneumonie à SARS-CoV-2. Et donc, pour cela, on a réalisé une étude randomisée, contrôlée contre placebo, en double aveugle, multicentrique, avec 2 centres à la Pitié-Salpêtrière, un centre à Poissy et un centre à Angers. Les patients inclus devaient être majeurs, ventilés depuis moins de 5 jours, avec un SDRA selon les critères de Berlin et une PCR Covid positive. Ils étaient exclus s'ils étaient évidemment ventilés depuis plus de 4 jours, s'ils avaient une insuffisance rénale ou hépatique ou cardiaque trop sévère, un état moribond, ou s'ils avaient un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur, hormis les corticoïdes, puisque l'étude Recovery était alors sortie au moment du début d'inclusion des patients. Évidemment, les femmes enceintes ou allaitantes et les patients qui avaient des allergies médicamenteuses graves. Notre critère de jugement principal, c'était l'évolution de l'eau pulmonaire extravasculaire entre J1 et J7, évaluée par thermodilution transpulmonaire. Alors pourquoi la thermodilution transpulmonaire? Parce que pour répondre à notre objectif, on s'est demandé quels critères de jugement utiliser, comment évaluer au mieux la fuite capillaire au cours du SDRA, et on a décidé d'utiliser une mesure de thermodilution transpulmonaire, l'eau extravasculaire pulmonaire ou EPEV en acronyme, car il a été montré qu'elle était corrélée à la mortalité au cours du SDRA et aux paramètres d'oxygénation. Ici, il s'agit d'une étude qui montre la corrélation entre le poids des poumons en post-mortem chez les patients dont les poumons ont été autopsiés et l'eau pulmonaire extravasculaire avec une bonne corrélation. Pour la mesure, on a besoin d'un cathéter veineux central et d'un cathéter artériel, chacun équipé d'une thermistance pour mesurer la température. On injecte un bolus de sérum physiologique froid dans le cathéter veineux central qui passe dans tous les compartiments vasculaires thoraciques et qui est reçu en post-aortique par le cathéter artériel. Le bolus permet de créer une courbe de thermodilution, et à partir de cette courbe de thermodilution, en bref, les différents paramètres relevés vont permettre de mesurer tous les volumes du compartiment intrathoracique et de déterminer l'eau pulmonaire extravasculaire, c'est-à-dire l'eau qui a fui du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel, et donc estimer ainsi la fuite capillaire pulmonaire. Dans les critères de jugement secondaire, c'est des critères assez classiques de fuite capillaire, le bilan entrée-sortie quotidien, le poids, l'albuminie, des critères de ventilation avec la durée de ventilation mécanique, le rapport PaO2 sur FiO2, les critères de gravité avec l'évolution du score SOFA, la nécessité de mettre en place une ECMO véno-veineuse de sauvetage chez ces patients, le nombre de jours sans catécholamine ou sans dialyse, la survie à J30 et à J60, et évidemment un point très important qui était l'étude de sécurité avec la recherche d'événements indésirables entre les.
On avait émis l'hypothèse d'une diminution de 30% de l'eau pulmonaire extravasculaire dans le groupe FX06 comparé au groupe placebo, avec une eau pulmonaire extravasculaire médiane initiale de 13 ml/kg en médiane, une puissance de 80%, et avec cela, il fallait 25 patients par groupe. Les patients, quel que soit le groupe, avaient une injection soit du médicament, soit du placebo chaque jour pendant 5 jours, et puis une mesure de thermodilution avant chaque injection, chaque jour pendant 7 jours. Les critères de jugement principal étaient donc évalués à J7 et les critères de jugement secondaire à J7, J30 et J60. Donc le diagramme de flux entre novembre 2020 et avril 2021, 50 patients étaient inclus et 49 patients ont été randomisés parce qu'un patient a finalement refusé de participer. 25 patients ont été inclus dans le groupe FX06 et 24 dans le groupe placebo, et tous ont pu être inclus dans l'analyse en intention de traitement. Les patients étaient globalement comparables. C'était les patients qu'on avait en réanimation à ce moment-là, des hommes d'environ 60 ans, en surpoids ou obèses, avec des comorbidités cardiovasculaires. Ils étaient très graves à l'arrivée avec un score SAPS-2 supérieur à 55, une compliance pulmonaire effondrée, et un tiers des patients nécessitaient un support par ECMO véno-veineuse pour permettre une oxygénation adéquate. L'analyse sur le critère de jugement principal ne retrouve pas de différence d'évolution entre les deux groupes, entre J1 et J7. À noter quand même que les patients étaient très sévères à l'inclusion, avec une eau pulmonaire extravasculaire initiale supérieure à 15 ml/kg, ce qui montre une fuite capillaire pulmonaire très importante. Il n'y avait pas de différence de survie entre J30 et J60, pas de différence non plus en termes d'oxygénation, de gravité, de fuite capillaire systémique. Alors, on a recherché également sur une étude qui était prévue a priori un effet transitoire, sachant que la FX06 a une demi-vie assez courte, et on a voulu évaluer l'effet, un effet très précoce. Donc, on a fait des mesures avant l'injection du médicament et puis à 3 heures après l'injection du médicament. On n'avait pas de différence entre les groupes. Et on a cherché également, vu qu'il y avait un tiers de nos patients qui avaient une ECMO véno-veineuse, si cela pouvait créer un biais dans notre étude, et on n'avait pas de différence entre les groupes qui avaient une ECMO ou qui n'avaient pas d'ECMO, et ça c'était une étude aussi qui était prévue, une analyse qui était prévue a priori. Un des points très importants et un des résultats vraiment essentiels de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence notable d'événements indésirables graves chez les patients, avec une sécurité du coup très satisfaisante de ce médicament. À noter seulement une augmentation du nombre de pneumonies acquises sous ventilation mécanique dans le groupe FX06, dont l'interprétation reste assez difficile, car les patients FX06 avaient une durée de ventilation mécanique qui était plus longue, ce qui est en soi un facteur de risque de pneumonie acquise sous ventilation. Donc un résultat assez difficile à interpréter, mais dont il faudra tenir compte et analyser dans de prochaines études. Les points forts de notre étude, c'est que c'est une étude qui est randomisée, en double aveugle, multicentrique, qui avait peu de données manquantes, qu'on a une population qui est assez homogène, qui était très sévère avec une fuite vasculaire pulmonaire élevée, comme ce à quoi on s'attendait, que le critère de jugement semble pertinent par rapport à l'objectif de la recherche menée. Dans les limites, on avait finalement 49 patients randomisés au lieu des 50, donc un petit manque de puissance. On s'est aperçu également que l'atteinte pulmonaire était peut-être trop évoluée. En effet, le délai médian entre l'apparition des symptômes et la randomisation était de 13 jours. Donc peut-être qu'on a déjà dépassé ce stade de phase exsudative et de phase aiguë du SDRA, qu'on est déjà dans une phase un peu plus fibrosante, avec des lésions endothéliales et capillaires qui sont irréversibles,
On a d'ailleurs dans le Covid des études histologiques faites sur des poumons de patients décédés donc en post-mortem qui montrent que l'architecture vasculaire des poumons Covid-19 est vraiment très perturbée avec une altération majeure, une destruction de l'architecture et de l'endothélium très importante. Et donc forcément, si il y a une apoptose trop importante des cellules endothéliales, qu'on est déjà à un stade où les cellules endothéliales sont détruites avec des trous dans l'endothélium, ça va être difficile de maintenir les jonctions adhérentes, les VE cadavérines, s'il n'y a plus de cellules à réunir. Et donc peut-être qu'on est déjà finalement un peu trop tard. Enfin, la posologie était-elle optimale? C'est difficile de répondre à cette question pour le moment. On s'est basé sur les études précédentes. C'est vrai que c'est une molécule qui a une demi-vie assez courte. Alors, est-ce qu'il faudrait réinjecter plusieurs fois par jour ce médicament? Est-ce qu'il faut faire en seringue, en VSE pendant 24 heures? Est-ce que 5 jours, c'est la bonne durée? C'est des réponses auxquelles on aimerait avoir c'est des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses prochainement. Les perspectives pour le développement de ce médicament, c'est la poursuite du développement du FX06 d'abord dans l'arrêt cardiaque. Comme je vous le disais, on avait prévu de réaliser l'étude PERMEA qui est financée par un PHRC qui s'intéresse à l'efficacité du FX06 sur la réduction de la fuite capillaire chez des patients qui ont un choc cardiogénique après un arrêt cardio-respiratoire. Et donc ça, c'est l'équipe de réanimation développera prochainement. Et puis, au cours du SDRA, c'est vrai que ça peut être intéressant de continuer les études, peut-être chez des patients plus précocement, des patients un peu moins graves. Et d'ailleurs, il y a un essai qui s'appelle l'essai COVENS, qui devrait débuter prochainement, qui a reçu un financement par un grant européen qui est Horizon 2020, et qui va s'intéresser au SDRA un peu moins sévère. De différentes étiologies et pas que le SARS-CoV-2, puisque maintenant en réanimation, on a quand même beaucoup moins de patients avec un SDRA Covid et donc le recrutement serait difficile. Et donc ça peut être intéressant de suivre les résultats de cette étude. Le signal très fort, c'est quand même que la sécurité du médicament a été très bonne et on souhaiterait reprendre une phase préclinique, un peu d'analyse de pharmacocinétique plus précise chez l'homme et notamment d'interaction du médicament avec les circulations extracorporelles et les machines de réanimation que sont principalement la dialyse et l'ECMO. Le laboratoire développe également un marqueur d'activité du médicament pour suivre cela. Et puis, on voudrait également faire des études précliniques de dose-réponse pour évaluer quelle serait la posologie optimale et donc refaire des études chez l'animal pour évaluer cela avant de peut-être réaliser l'étude PERMEA. En conclusion, l'administration de la FX06 n'a pas permis de réduire l'eau pulmonaire extravasculaire entre J1 et J7 chez des patients présentant un SDRA induit par le SARS-CoV-2, mais le profil de sécurité du médicament est très satisfaisant, nous permettant de poursuivre son développement et de notamment réaliser l'étude PERMEA qu'on souhaitait réaliser initialement. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur. Il faut peut-être que vous coupiez votre micro parce que quand je parle, Oui, super. Merci beaucoup. On a deux questions qui concernent finalement le dosage de FX06. Je pense que ça a un petit peu attisé la curiosité. La première, c'était justement sur le fait que vous prévoyez d'évaluer le dosage du médicament, mais vous avez du coup répondu à la question dans vos perspectives. Et la deuxième, elle concernait justement la méthodologie que vous avez utilisée pour déterminer la dose de FX06 administrée. Vous avez parlé justement du coup d'une revue de la littérature, mais est-ce que vous avez utilisé d'autres techniques, parce que c'est vrai que a priori l'usage du médicament n'est pas encore bien établi.
Alors pour, la première question, donc sur le dosage, du médicament, c'est un médicament qui est difficile, à doser parce que, c'est, des techniques de spectrophotométrie de masse, donc on est en train d'essayer de développer des techniques un peu plus, simples pour pouvoir le doser et notamment doser le taux de FX, endogène, chez l'homme. Et pour la question de déterminer la dose de FX06, on s'est, fondé sur, les études, et notamment l'étude de phase 2 qui avait été, réalisée, qui montrait une bonne sécurité du médicament avec, une stabilité. Et puis le laboratoire nous avait fourni des premières études de pharmacocinétique qui nous permettaient de penser que le médicament serait, efficace même à distance, et même si sa demi-vie était courte, et serait efficace même sur, les 24 heures. Merci beaucoup, du coup. On n'a pas, d'autres questions pour le moment. Je vous propose qu'on ferme le webinaire, ici, si ça vous va, à moins que vous souhaitiez, rajouter quelque chose et reste, du coup à moi de vous remercier pour votre participation et vous indiquer, du coup, à tous, que les 2 épisodes que vous venez de voir, seront disponibles en replay et vous pourrez, tout à fait partager, ces 2 épisodes autour de vous. Donc n'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation.